Le Conseil national de l'habitat, vous ne connaissez peut-être pas tous et je ne vous en voudrais pas, c'est en fait l'organisme qui est saisi par le ministre du Logement à chaque fois qu'un texte doit être pris en matière de politique du logement. Donc à chaque fois qu'un décret doit être adopté, un arrêté significatif, le ministre du Logement doit consulter le Conseil national de l'habitat qui rassemble tous les acteurs du monde du logement, que ça aille effectivement des promoteurs aux architectes, en passant par les associations de lutte contre le mal logement, de défense des consommateurs, bailleurs sociaux, élus locaux. C'est un aéropage assez pléthorique même, je crois qu'on peut dire. Le bateau est chargé. Oui, oui. Et vous parlez de barème des APL, de mixité sociale, de réhabilitation, d'aide à l'accession, tous les sujets qui sont de près ou de loin liés aux grandes décisions en matière de politique du logement. Vous êtes ancien conseiller auprès de Sylvia Pinel et Emmanuel Cos, donc vous connaissez bien la question du logement. Et vous avez remis plusieurs rapports. Alors un qui n'avait rien à voir, mais j'ai vu que vous aviez remis un rapport sur l'intégration des étrangers. Donc ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Par contre, vous venez de remettre, c'est tout frais, ou c'est tout chaud, c'est selon, un rapport sur le choc de l'offre et les moyens que vous imaginez pour qu'enfin ce choc de l'offre puisse se produire. Et si j'ai bien compris, ça se résumait en 2 mots, en tout cas c'est ce que j'ai lu, construire haut et densifier. Et si vous pouvez nous expliquer ça, je me permettrai peut-être de temps en temps de vous poser une question, mais globalement je vous donne les clés. Alors écoutez, c'est exactement ça. On a produit un rapport très récemment sur cette question donc, de comment finalement donner corps à ce choc de l'offre qui avait été aussi voulu par le président de la République, qui avait été évidemment... Enfin, la loi Elan était faite pour cet objectif-là. Et on a réfléchi au Conseil national de l'habitat à comment aller un petit peu plus loin, parce qu'il nous semble que... on peut faire mieux en termes de choc de l'offre que ce qui se passe en ce moment. Et donc, c'est un peu de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui et vous présenter finalement un peu ce rapport. Alors, je ne sais pas si on peut dire en exclusivité, mais presque, parce que le ministre l'a à peine encore eu. Et, voilà, et c'est vrai que dans l'actualité ambiante, il n'a pas eu l'écho qu'il aurait peut-être mérité en temps plus calme. Écoutez, on en parle un petit peu aujourd'hui dans le Figaro, et à l'approche des élections municipales, je pense qu'effectivement, ça peut avoir un peu plus d'écho, mais oui, on a eu une succession d'événements qui font que les choses ont été un peu bouleversées, mais je vois que le secteur de l'immobilier résiste à tout, même au coronavirus. C'est pour ça qu'on est là ce matin, donc je ne suis pas très inquiet. Donc, merci à tous. Merci à l'UNIS d'abord de nous réunir aujourd'hui. Merci à Christophe Tanet, Émilie Jousset, Florence Roux et à tous ceux qui permettent à cet événement de se tenir. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu répondre à votre invitation. Vous êtes le premier syndicat de gestion et de rénovation immobilière avec, je crois, plus de 2200 entreprises adhérentes. Et puis vous rassemblez surtout tous les métiers de l'immobilier, ce qui n'est pas si fréquent que ça dans ce milieu. Donc vraiment, bravo pour ce que vous faites et pour toutes les compétences que vous mobilisez sur ce beau sujet. Le Conseil national de l'habitat, je vous l'ai dit à l'instant, on essaye un petit peu de faire la même chose, c'est-à-dire de rassembler avec tous les acteurs du logement les compétences et l'expertise qui permettent, au-delà finalement de la consultation un peu formelle que j'évoquais, de faire des propositions. Et c'est donc dans ce cadre-là que le rapport dont je vous parle aujourd'hui s'inscrit. Et finalement, ce secteur de l'immobilier, je trouve qu'il est confronté à 3 grandes problématiques qui sont celles dont a à connaître le Conseil dans lequel on est réunis aujourd'hui. Défis économiques, défis sociaux, défis environnementaux. Défis économiques parce qu'évidemment, comme tous les secteurs, il doit s'adapter à des nouvelles normes, aux nouvelles technologies, il doit s'adapter aussi aux attentes des citoyens aujourd'hui et à leurs attentes demain. On a une hausse importante du prix des loyers, notamment au sein des métropoles, qui finalement ajoute un peu d'instabilité au secteur et au marché, et font même craindre à certains qu'on soit peut-être, comme le dit l'économiste Martoiti, je ne sais pas, c'est à vérifier, dans un moment de bulle et que ça pourrait ensuite se retourner. Donc c'est des choses qu'il faudrait certainement bien anticiper. Social, parce que je ne vous apprends rien en vous disant que le logement pèse toujours plus dans le budget des Français. Une étude parue récemment démontrait qu'on a quand même maintenant 6 locataires sur 10 qui dépensent plus d'un tiers de leur budget en loyer. Et qu'en matière d'accès à la propriété, on a un âge moyen pour y accéder qui ne cesse de reculer. Et en 2017, cet âge atteignait 38 ans, ce qui est quand même à noter aussi, je crois. Social et sociétal même, parce que le logement est en prise avec des évolutions majeures de la société.
celle de la composition et de la recomposition des familles, qui ne cesse de réduire sans qu'augmente pour autant forcément le nombre de petits logements. L'étude de la Fondation Abbé Pierre cette année pointe cette problématique-là, et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pouvoir prendre en compte. On a une salle à manger qui n'est plus la pièce de vie principale et qui tend même à disparaître. On a des Français qui souhaitent de plus en plus des logements modulables qui permettent de s'adapter aux différentes étapes de la vie, sans nécessairement d'ailleurs vouloir mettre des mètres carrés supplémentaires. Une expansion du co-living auprès des jeunes générations qui là aussi donne un aperçu des nouvelles attentes en matière de logement, bien-être, offre tout compris, espace d'échange, et des effets du papy boom, si on peut l'appeler ainsi, qui sont autant de changements majeurs à prendre en compte pour le secteur de l'immobilier. Environnemental, je le disais aussi, parce que les bâtiments émettent 20% de gaz à effet de serre et que la protection de l'environnement est devenue la première préoccupation des Français, si on en croit la Fondation Jean Jaurès et Le Point qui pointait ça en septembre dernier. Le secteur immobilier doit donc, au même titre que les autres, peut-être même plus, pleinement réussir la transition énergétique pour continuer à construire et rénover des logements qui soient à la fois durables, abordables et de qualité. J'ai lu d'ailleurs avec grand intérêt les 8 propositions que fait l'UNIS pour arriver à finalement répondre à ce triptyque, accès, durabilité, qualité. Et c'est finalement aussi le sens du rapport dont je veux vous présenter un petit peu les propositions aujourd'hui. Alors d'abord, je voudrais remercier ceux qui m'ont aidé à le construire, puisque c'est dans le cadre du Conseil national de l'habitat, mais plus précisément avec Bernard Colosse, qui est délégué général adjoint de la Fédération française du bâtiment, et Alexis Roux, qui est délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers, que nous avons fait ce travail. Ils étaient les 2 rapporteurs, et qui aboutit donc à 15 propositions phares qui, donc j'espère, permettront de relancer le débat sur la nécessité de continuer à construire et justement de relancer ce débat alors que nous sommes à quelques jours d'élections municipales dont on peut craindre finalement qu'elles se transforment un peu en un concours l'épine du ralentissement de la construction. En tout cas, moi, c'est ce que je note encore plus fortement qu'en 2014. Vous avez de plus en plus de maires qui font campagne sur un objectif: arrêter de construire. Je serai le maire qui ne construira plus de logements et qui permettra... L'anti-maire bâtisseur. Exactement. Il y a eu une époque des maires bâtisseurs. On a l'impression de vivre une époque un peu inverse. Et en particulier dans les zones dites tendues, dans les zones où finalement on a besoin, où on a les emplois. Les villes de plus de 500 000 habitants ont regroupé 84% des créations nettes d'emplois dans le secteur privé en 2018. C'est une étude de Arthur Lloyd, du cabinet Arthur Lloyd en 2019 qui montre ça. Donc je crois qu'il est plus que jamais indispensable de continuer à prendre en compte ces chiffres pour allier offre de logements accessibles et qualité de vie. Pour atteindre cet objectif, il faudra donc continuer à construire et sortir de ce que j'appelle moi, peut-être de manière un peu provocatrice, mais tant pis, de l'illusion du tout rénovation et finalement de réenchanter un peu aussi l'urbain qui n'a plus forcément bonne cote auprès de nos concitoyens, ou en tout cas moins qu'avant. La ville fait moins rêver et on entend de plus en plus des discours, on peut dire néo-ruraux, du tout campagne et autres. Et je crois que c'est, si on s'intéresse sérieusement à la question du mal logement, quelque chose qu'il faut remettre en cause. La préoccupation écologique est évidemment centrale, mais elle ne doit pas justement conduire à abandonner cette lutte contre le mal logement en entrant dans une logique malthusienne qui rendrait la victoire contre ce fléau impossible. La non-artificialisation des sols, en revanche, est un levier important pour protéger l'environnement et appelle donc un renouveau de la densité et un réenchantement de l'urbain. Et c'est ce pourquoi nous plaidons dans ce rapport. Alors, 3 idées fortes dans le rapport. Ne pas gâcher le moins de mètres carrés dans les zones tendues, qui relèguent sinon les plus modestes au plus loin, c'est l'accessibilité. Détruire et rendre à la nature les mètres carrés artificialisés obsolètes dans les zones en déprise pour recréer des logements moins nombreux, mais plus attractifs, c'est la notion de durabilité. Et faciliter l'accès à l'urbain pour les familles et les moins aisés par un encadrement fort des prix en contrepartie d'un seuil minimal de densité. Alors c'est peut-être un petit peu les propositions un peu choc du rapport, je vais y revenir. Sur l'accessibilité et la qualité tout d'abord, si on repart du triptyque que l'UNIS a parfaitement défini. Bon, d'abord, contrairement à une idée qui tend aujourd'hui à s'imposer, c'est vrai que la précarité se concentre toujours largement dans les villes ou ses proches périphéries. Mais c'est aussi là, en ville, que sont les opportunités et que les solidarités peuvent se développer. C'est en tout cas, moi, ma conviction. Le prix des logements et le montant des loyers doit donc y baisser si on veut faire reculer les inégalités d'accès et que chacun puisse s'y installer. Pour cela, on préconise donc au CNH un build deal pour un choc d'offre du logement. Car bien que la rénovation soit un axe d'amélioration qu'il ne faut pas négliger, je disais de manière un peu provocatrice qu'il fallait sortir de l'illusion du tout rénovation,
Il nous semble nécessaire de poursuivre la construction en corrélation avec les besoins quantitatifs, certes, mais aussi et surtout qualitatifs, et donc géographiques et économiques. Aujourd'hui, il n'y a d'ailleurs plus que dans les métropoles et agglomérations que nous avons des objectifs quantifiés de construction à travers les PLH, qui ne sont pas toujours suffisamment corrélés avec la constructibilité permise par les PLU et les permis de construire. Cette approche différenciée de la politique du logement selon les territoires conduit depuis plusieurs années le gouvernement à concentrer son soutien à la demande de logements neufs prioritairement sur les zones tendues et à mettre l'accent sur la rénovation du parc ancien sur le reste du territoire. Pour moi, pour favoriser davantage l'accessibilité du logement en zone tendue, il faut encore y déculper la construction de logements adaptés et adaptables, seule façon de faire baisser les prix. Les logements dans les villes, villages ou petites villes sont souvent trop grands et créent de la vacance. Ils sont aussi trop éloignés des lieux de travail, créant des trajets pendulaires pour les habitants, augmentant toujours les coûts de déplacement. On parlait à l'instant du mouvement des Gilets jaunes, je crois que ça a été une des raisons majeures qui a conduit finalement à l'apparition de ce mouvement. Et puis évidemment, le temps pour réaliser ces déplacements aussi augmente, dégradant la qualité de vie. Donc n'attendons pas finalement que ces métropoles dont nous parlons aujourd'hui, dynamiques, porteuses d'emploi, ne deviennent des villes exclusives dans lesquelles la mixité sociale deviendrait impossible en raison d'une pénurie de logements abordables. Si on regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, notamment à San Francisco, c'est déjà le cas. On a une impossibilité totale pour les classes populaires moyennes de se loger dans le centre de la ville, à tel point que c'est les GAFAM eux-mêmes qui finissent par construire des logements et qui logent les salariés des services dans ces logements qui ne peuvent plus du tout accéder au marché libre. Alors je ne dis pas qu'on en est au point de San Francisco, mais enfin, il faut quand même regarder un petit peu de près ce que cette envolée des prix pourrait avoir comme conséquence sociale. L'idée forte du rapport pour éviter ça, c'est quoi ? On a essayé beaucoup de choses en France, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément essayé, c'est la question de la densité, c'est la question de la hauteur, et donc essayer de vraiment rendre cette densité enviable, si je puis m'exprimer ainsi. Ça supposerait de construire peut-être des logements plus petits, mais avec plus d'espace partagé, sur des friches urbaines, en recomposition du tissu urbain existant, et bien sûr plus en hauteur, voire en surélévation. C'est donc une autre ville qui se dessinerait, dans laquelle nos repères changeraient. C'est vrai que la densité n'a pas bonne presse, la hauteur non plus, souvent à cause du souvenir d'opérations d'urbanisme un peu datées, mais pourtant, instruits par l'expérience, nous savons aujourd'hui produire de véritables villages verticaux qui offriraient une diversité inédite de fonctions et de services, une distribution des espaces davantage tournée vers le partage et la communauté, et un verdissement au sein même du bâti pour un habitat de qualité. Le propos est simple, densité ne rime pas forcément avec absence de qualité de l'habitat. Je crois même qu'on voit à travers différentes opérations chaque jour le contraire. Ça permet aussi de penser le bâti dans une logique d'économie circulaire qui nous permettrait non seulement de l'adapter au cours de son existence, à l'évolution des besoins, mais aussi de préparer sa déconstruction. La France construit environ 400 000 logements par an, mais elle ne construit pas dense. Avec 100 habitants par kilomètre carré, on a durablement considéré qu'on n'y manquait pas de place. La disponibilité du foncier, la relative modicité de son coût sont, avec la modestie du coût de l'énergie, des avantages compétitifs indéniables de notre territoire national. Cette relative désinvolture à l'égard du foncier, qui explique pour partie l'étalement urbain que connaît notre pays, reste tout de même à relativiser et semble surtout appartenir à une époque désormais révolue pour deux raisons. La construction tend à se concentrer dans les métropoles et ce mouvement a toutes les chances de s'accentuer. Or, c'est là que le foncier est le plus cher et le plus complexe à travailler. La prise de conscience environnementale suscite une double condamnation de la construction extensive, celle de l'artificialisation des sols et de l'impact carbone. Nous entrons donc dans une nouvelle ère qui met plus encore en avant l'idée de densité, ou en tout cas la rend plus nécessaire, pour limiter cette artificialisation, pour contenir le besoin d'investissement public et réduire le prix des logements, avec naturellement des nuances en fonction des territoires et des formes d'habitat qui les composent. Si les États-Unis, l'Asie et le Moyen-Orient font la course au sommet, je l'ai dit, l'Europe et encore moins la France font exception, puisqu'une seule tour a été livrée en 2018 en Europe. Alors on a 3 à venir à la Défense en 2023, mais enfin on voit que c'est quand même rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis ou en Asie. En allant vers de l'habitat collectif et des tours de bureaux, on remplacerait pourtant le foncier par du capital. On donnerait les moyens à des ménages de concurrencer les ménages plus aisés pour ce même foncier. L'urbaniste Alain Berthaud rapporte que dans les villes où les ménages ne peuvent s'offrir la possibilité de nouveaux étages, ils consomment un maximum de surface de sol, créant de l'artificialisation par ailleurs. La densité pavillonnaire pourrait aussi être renforcée. Il suffirait qu'1% des 1,4 million de maisons individuelles en Ile-de-France soient divisibles pour qu'on multiplie par 3 la production annuelle de logements. Quand on sait qu'un tiers des habitants franciliens sont retraités, qu'un bien sur 2 est sous-occupé, la facilitation de la division parcellaire peut être une solution.
La loi Allure a d'ailleurs accéléré cette possibilité. L'expansion urbaine, par étalement, a permis d'absorber la croissance démographique récente, 9 millions de nouveaux habitants en 30 ans. Mais comme le soulignait le président de la République au récent congrès des maires de France, ce modèle semble, au moins pour partie, dépassé. Il est financièrement coûteux, écologiquement difficilement soutenable et sur le plan social a aussi des conséquences, on l'a vu encore une fois avec ce mouvement des Gilets jaunes. Par ailleurs, d'ici 2040, nous aurons 7 millions d'habitants supplémentaires. Hausse du célibat, multiplication des familles monoparentales, vieillissement qui transforme radicalement nos besoins. Enfin, une exigence de qualité de vie qui s'affirme toujours plus, de façon forte et définitive. Dès lors, la question est double. Comment construire plus dense et moins cher ? L'urbanisme de demain devra d'abord respecter l'environnement. Il devra fournir des lieux de vie, de travail et bien sûr d'habitat à la fois utiles, désirables et abordables. Comment ? En plaidant pour un droit à la métropole. La méthode, à l'heure où tant de révolutions technologiques vont rendre la ville plus douce et confortable, est connue. Elle est, je le répète, c'est le maître mot de ce rapport, dans la densité. C'est elle qui fait vie, mixité, partage, c'est elle qui rapproche des lieux de travail, de culture et d'échange. Il faut donc oser un choc de verticalité à la façon d'Haussmann en son temps. Plutôt que le scénario de saturation urbaine que Terra Nova nous a présenté dans Habiter dans 20 ans, nous pouvons réenchanter l'urbain grâce à des villages verticaux, résilients au changement climatique et ouverts à la biodiversité. La protection du vivant est déjà au cœur de nos productions et cela va s'intensifier. Aussi, au lieu d'un encadrement des loyers qui n'a eu finalement que de faibles effets sur l'accès au logement, nous prenons donc un choc de densité de construction en zone tendue. Afin de gagner en hauteur pour favoriser la mixité sociale grâce à des prix de vente encadrés, je vais y venir immédiatement, en stoppant la spéculation foncière qui s'emballe, une multiplication par 4 en 10 ans. La commune ou la collectivité retrouvera par la densité ce qu'elle perd en foncier. Nous proposons donc dans le rapport de renforcer les possibilités de construire et de densifier dans les documents d'urbanisme, de fixer un objectif national de construction décliné par territoire, comme cela s'est fait en son temps avec la SRU pour le logement social. Les enjeux qui sont devant nous et les mouvements de type NIMBY nécessitent en effet de totalement changer de braquet et des réponses fortes de ce type. Dans les zones tendues, d'ensuite classer les communes en fonction de leurs résultats en termes de construction. Les communes bâtisseuses bénéficieraient de mesures d'incitation, notamment financières, et les communes dites malthusiennes s'exposeraient à des mesures contraignantes, notamment en matière de droit de l'urbanisme. Nous proposons aussi de fixer un objectif de triplement de la constructibilité dans ces zones, en instaurant des densités minimales dans les PLU, en généralisant finalement un versement de sous-densité qui serait intégralement reversé à l'État pour financer l'aide aux maires bâtisseurs que j'évoquais à l'instant, et en conditionnant la majoration de taxes d'aménagement à l'atteinte de ces niveaux de densité. Puis, parce qu'il y a un mais, de redistribuer la création de valeur qui résulterait du triplement de cette constructibilité en 3 tiers, une baisse des prix, imposée aux promoteurs avec des marges plafonnées, une baisse des droits de mutation, frais de notaire qui réduisent la mobilité, et une amélioration des matériaux de construction, de l'esthétique et des aménités. Vous pouvez répéter les 3... Oui, alors finalement, c'est assez simple, on triple la constructibilité, on imagine que ça fait baisser la valeur, et ensuite on divise cette valeur, on répartit cette valeur en 3 tiers, baisse des prix pour les promoteurs, baisse des droits de mutation, amélioration des matériaux de construction, de l'esthétique et des aménités. Nous fixerons par ailleurs des objectifs territoriaux de démolition, en tout cas nous souhaitons fixer des objectifs territoriaux de démolition pour le parc obsolète, avec une cible nationale d'1 million de logements détruits en 10 ans et leur remplacement par 200 000 logements de qualité abordable. On pourrait imaginer que c'est l'ANRU qui pilote ça. Si nous faisions cela, alors oui, nous nous donnerions réellement les moyens de réussir ce renouveau de la densité et de réappropriation de nos sols, plutôt que d'engager des opérations de rénovation qui ne sont pas toujours rentables et ne permettent pas suffisamment d'avoir les logements au bon endroit. Je le disais aussi en introduction, l'environnement est devenu la première préoccupation des Français et l'autre avantage de soutenir cette densité, de faire ce pari-là, c'est finalement de limiter l'artificialisation des sols. Je ne crois pas que tous les Français vont quitter les villes pour aller vivre dans la nature malgré les appels un peu à ce renouveau néo-rural qu'on peut entendre. En revanche, je crois qu'on peut faire venir la nature en ville et qu'on peut avoir une ville décarbonée. Agir sur les prix et le cadre de vie permettrait à chacun de vivre là où il le souhaite, et cela correspond à notre philosophie. J'ai aussi la conviction que sans condamner la ruralité et en s'appuyant sur les villes moyennes, nous devons défendre une France moderne autour des centralités et des métropoles. Les discours anti-construction s'appuient sur une remise en cause du modèle actuel de développement urbain dans une réflexion globale sur la France neutre en carbone en 2050. La stratégie nationale bas carbone reflète d'ailleurs cette logique de décroissance de la construction. Elle table sur une construction de logements divisée par 2 d'ici 2050. Ce discours s'installe peu à peu sur le besoin unique de rénover plutôt que de construire, au nom de la réduction de l'impact carbone du bâtiment, de la lutte contre l'artificialisation, de la réduction de la vacance ou de la cohésion des territoires.
Je le redis, il me semble toutefois porteur de risques. Par son caractère trop univoque et par sa méconnaissance de la diversité des attentes et des capacités à faire des Français. En réalité, il faut à la fois construire et rénover dans un équilibre qui varie d'un territoire et d'un marché à l'autre. Dans toutes ces zones, les besoins de construction neuve, de réhabilitation ou de démolition se révèlent de nature différente, mais existent bel et bien. Les matériaux biosourcés lors de la construction des logements neufs sont pour cela à démocratiser. Ils ne sont pas plus chers, la construction bois est même 3 fois plus rapide à construire qu'en béton, pour un bilan carbone 2 fois moindre. Les précurseurs ont besoin d'un coup de pouce, bien que je pense que cette construction tendra à terme à se normaliser. La RT 2012 avait en son temps augmenté les coûts de 15%, si on en croit le ministère du Logement, mais aujourd'hui, les prix semblent revenus à leur niveau d'origine. Le logement, alors, dans un rapport récent, l'ADEME pointait aussi quelques chiffres qui permettaient de cadrer un peu ces enjeux de rénovation des logements dans la lutte contre le changement climatique et la réussite de la transition énergétique. Le logement représente 30% des consommations énergétiques finales et 14,5% des émissions de CO2 en France. Le parc immobilier se renouvelle d'1% par an et près de 7 millions de logements seraient mal isolés si on en croit les chiffres de 2018. L'efficacité énergétique des bâtiments est donc très inférieure à celle existants est très inférieure à celle des bâtiments neufs. La rénovation énergétique et le déploiement des énergies renouvelables constituent des gisements importants d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À ce titre, l'État et les collectivités ont mis en place un certain nombre de dispositifs fiscaux et financiers pour faciliter la prise de décision des particuliers. C'est bien sûr le CITE, l'éco-prêt à taux zéro, la TVA à taux réduit, les aides de l'ANA et des collectivités, les aides liées au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et une nouvelle plateforme, FAIR, qui a été lancée en septembre dernier par le gouvernement et qui est destinée à mobiliser la population autour de cet enjeu de rénovation énergétique en rendant plus lisible un service public d'information et de conseil. Les conseillers FAIR rassemblent depuis septembre les conseillers ANA, ADIL et EIE, en mobilisant acteurs publics et privés autour de la rénovation. L'objectif national de neutralité carbone en 2050 a donc ouvert un débat sur le logement bas carbone, défini par ses caractéristiques techniques dans la future RT 2020. Mais le vrai débat, et le plus dimensionnant pour la politique du logement, reste à ouvrir. Il porte sur la ville bas carbone et sur un équilibre futur entre construction et rénovation. L'avantage des réflexions autour de la ville neutre en carbone, c'est d'inviter à reconsidérer des choix qui structurent aujourd'hui l'offre de logement pour aller vers un modèle moins binaire dans sa géographie et dans sa typologie, plus équilibré entre construction et rénovation, mais qui assurément ne doit pas se donner comme objectif de baisser drastiquement la construction. Ce n'est pas contradictoire d'ailleurs avec l'idée que la construction de demain sera plus verte et plus soutenable tant convergent construction et bâtiments durables, conception en matière de conception bioclimatique, de consommation énergétique du bâtiment, de végétalisation des toitures ou d'énergie renouvelable. Pour cela, nous proposons donc aussi dans le rapport de mettre en œuvre cet objectif de zéro artificialisation des sols avec discernement et méthode et sur la base d'un calendrier réaliste par rapport à 2050. Si nous n'avons pas de baisse massive de la fiscalité sur le logement, et je n'ai pas de scoop à vous faire là-dessus ce matin, quand bien même on pourrait trouver cela souhaitable, il sera certainement nécessaire de maintenir les dispositifs de soutien à la demande, type PTZ ou Pinel. Mais il pourrait être possible de peut-être les ajuster en matière de contrepartie, en particulier en termes d'impact carbone, d'artificialisation ou de sobriété foncière. De subordonner enfin la nouvelle réglementation environnementale, RE 2020, à la réalisation d'une impact, en tout cas de subordonner son déploiement, à la réalisation d'une étude d'impact précise sur les filières, les équipements, les matériaux et les sources d'énergie. Logement accessible, durable et de qualité, cela suppose aussi, et ce sera la dernière partie du rapport que je voulais vous présenter aujourd'hui, un pilotage plus resserré des politiques publiques et une réflexion sur finalement qui fait quoi en matière de compétences, en matière d'urbanisme et de logement. Bien sûr, le maire doit rester le chef de file, mais la décentralisation en matière de logement n'est peut-être pas suffisamment régulée et la montée en puissance de l'intercommunalité doit être organisée. Dans presque tous les domaines, en effet, les moyens des élus, qu'ils soient juridiques ou financiers, sont encadrés, contrôlés, régulés. Dans le logement, c'est moins vrai. Les maires ont gardé cet attribut essentiel de la souveraineté locale qu'est le permis de construire, qui décline un plan local d'urbanisme sur lequel ils ont aussi largement la main. Dans un pays où la compétence urbanisme et logement relève des communes depuis plus de 40 ans, il n'y a donc finalement de choc d'offres que si les maires le décident. Plus de 80% des logements collectifs des promoteurs immobiliers se font dans 3000 communes dans les zones les plus tendues. D'une certaine façon, il n'y a donc pas un, mais 3001 ministres du logement. Certes, pour les plus grandes d'entre elles, une obligation de faire s'impose aux communes, à travers la loi SRU pour le logement social notamment. Mais en dehors de ce champ, la compétence du maire reste largement discrétionnaire. C'est pour ça que l'une des propositions, j'y reviendrai si vous le souhaitez, mais... Vous voulez enlever au maire la décision en matière de permis de construire d'établissement du PLU? Tout à fait, mais il faut quand même réfléchir un peu le sujet.
Peut-être que oui, effectivement, on pourrait remonter le PLU, le permis de construire, au niveau de l'intercommunalité. C'est une des choses, à notre sens, sur lesquelles il faut un peu réfléchir. Mais en fait, il pourrait y avoir deux grands types de solutions pour finalement inciter les maires à construire. Soit des solutions un peu contraignantes de ce type-là, transfert de compétences, PLU, permis de construire, par exemple, qui remonterait à l'intercommunalité, voire à l'État dans certains cas. Si on estime qu'il y a des zones où le besoin de construction est véritablement un impératif d'intérêt général, je pense par exemple à la question des opérations d'intérêt national ou autres, on pourrait imaginer, ça a d'ailleurs été des réflexions qui ont été conduites à un moment au niveau du gouvernement, d'avoir des permis État, des permis préfets dans ces zones. C'est quelque chose qui pourrait être réfléchi. Bon, on a toute une série de solutions comme ça qui pourraient être imaginées, ou à l'inverse, des solutions moins contraignantes et plutôt incitatives, qui seraient axées sur la prise en compte des difficultés financières qui résultent pour les communes de la construction de logements. Et donc là, on peut penser à tout ce qui est aide aux maires bâtisseurs, intéressement des communes à la valeur créée par l'aménagement et à la construction, association aux recettes fiscales générées pour leurs efforts. C'est aussi quelque chose qu'on pourrait réfléchir. Je pense qu'il ne faut pas choisir entre l'un ou l'autre. Il faut certainement combiner les deux approches, les graduer et essayer d'avoir quelque chose qui permette d'avoir une vraie évolution du rôle du maire en matière d'urbanisme, qui devrait plutôt évoluer et se concentrer sur la programmation, l'incitation et la construction d'une ville durable et équitable. C'est en tout cas la conviction qu'on a, nous, au Conseil national de l'habitat. Est-ce que vous m'autorisez à essayer en 40 secondes, résumer ce que vous avez dit, bien pour qu'on puisse après vous passer... Désolé si je suis un petit peu long, mais non, mais on comprend bien, surtout quand on sort d'un rapport comme ça, on a quand même aussi le sentiment que ça mérite d'être vendu, comme on dit en com. Alors, vous nous avez dit que la politique du logement, si elle poursuivait ce but de réaliser un choc de l'offre, devait tenir compte de défis économiques, sociaux et environnementaux. Tout à fait. Vous avez dit il faut faire attention à l'illusion du tout rénovation et il faut aussi réenchanter l'urbain. Et pour ça, nous, on a 3 pistes. La première, c'est ne pas gâcher, comme disait l'autre, pas gâcher le moindre mètre carré, densifier, pourquoi pas en périphérie diviser les parcelles des maisons, etc. Vous avez dit qu'il faut rendre la ville à la nature, il faut faire venir la nature dans la ville et on a des solutions aujourd'hui avec des nouveaux matériaux également. Et vous avez dit qu'il faut faciliter l'accès à la ville, à ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas y accéder, notamment pour des raisons économiques, en jouant sur cette densité. Et donc ce choc de verticalité pour lequel vous plaidez, vous dites qu'il est possible si les communes bâtisseuses sont récompensées et à l'inverse, celles qui ne le sont pas, à travers les documents fondateurs que sont les PLU, seraient, elles, empêchées ou en tout cas un peu moins encouragées. Et donc vous dites aussi des choses très fortes qui doivent résonner ici, des moyens très concrets sur lesquels on peut réfléchir, une baisse des prix de la construction des produits mis en vente, notamment en demandant aux promoteurs de limiter leurs marges. Pourquoi pas de baisser les droits de mutation, le notaire est parti, du coup, il n'aura pas entendu, il s'en remettra. Et le troisième point, je ne l'ai pas noté. Voilà globalement quelques éléments et donc des propositions aussi un peu qui bousculent sur qui doit vraiment décider, parce que cette politique, ce choc de l'offre et de la verticalité aussi pour lequel vous plaidez, il mérite qu'il soit accompagné par les décideurs. Aujourd'hui, les décideurs sont les maires et peut-être qu'ils n'ont pas forcément aujourd'hui tous envie d'être des bâtisseurs. Voilà, globalement, je la fais courte et mal, voilà. Mais est-ce que ces quelques réflexions vous inspirent des questions? C'est le moment de le faire, bien sûr. C'est très dense, c'est tout frais, mais est-ce qu'il y a quelques réflexions? Est-ce que cette densité vous interpelle? Ce choc de verticalité vous paraît légitime ou pas, par exemple? Oui, allez-y, je vous en prie. De l'habitat, et c'est pas toujours, c'est même parfois très détesté par la population, et c'est pour cela que des maires d'ailleurs le font contraints et forcés, parce qu'ils savent très bien que leur population est majoritairement contre ces évolutions. Donc vous dites plus c'est haut, moins on aime, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pertinent ou pas? Je suis
parfaitement conscient de ça, je suis d'accord avec vous. Hein. Pour l'instant, la ville ne fait plus rêver, la densité et la hauteur effraient plutôt, parfois à juste titre. Pour autant, je crois vraiment qu'il n'y a pas 1000 manières d'arriver à finalement construire les logements là où on a besoin qu'ils soient pour des raisons très concrètes, économiques, de dynamique d'emploi, pour aussi, vous parlez d'environnement, limiter cette artificialisation des sols. Alors, que faire? On ne va pas non plus forcer les gens à venir vivre dans des endroits où ils ne veulent pas. Non, moi je crois qu'il faut faire la preuve par l'exemple. Il faut montrer qu'effectivement, on peut avoir aujourd'hui une densité qui rime avec qualité du bâti, qui sont des projets qui peuvent donner envie aux Français d'y adhérer, et puis qu'il y aura une vraie baisse sur le coût du logement, et que tout ça peut être de nature à faire évoluer l'opinion, l'attente de nos concitoyens. Mais je suis d'accord avec vous, on part d'un existant qui n'est pas favorable en matière d'opinion, et c'est ce qui conduit très souvent les maires, qui savent pourtant parfaitement qu'il y a des besoins de construction, à être frileux par peur de ne pas être réélus. Mais est-ce que la responsabilité aussi finalement des pouvoirs publics, des élus, ce n'est pas de dire un certain nombre de choses sur ces sujets-là, et que notamment on ne gagnera pas, encore une fois, la bataille du mal-logement qui reste une bataille majeure à mener, parce qu'on a, si on va vite, et c'est ce chiffre qui circule toujours, mais 4 millions de mal logés environ en France aujourd'hui encore, en 2020. Et je crois que, sans dire que c'est l'unique solution, nous avons pointé cette problématique justement pour la raison que vous évoquez, parce qu'elle est aujourd'hui très contestée, alors que sans elle, je ne pense pas que, encore une fois, ça ne doit pas être exclusive, mais que si on refuse de la penser et qu'on refuse d'avancer vers cette voie, on aura beaucoup de mal à gagner cette bataille contre le mal-logement. D'autres remarques? Allez-y. Oui, commencez comme ça. Monsieur le député, bonjour. Vous faites partie de la majorité présidentielle. Oui. Vous faites partie de la majorité présidentielle. J'ai relevé entre autres comme levier la baisse des droits de mutation. Qu'est-ce que vous espérez vraiment de l'exécutif qui puisse suivre votre proposition? Comme je le disais, je n'ai pas encore pu faire la présentation et l'échange de manière formelle avec le ministre. Donc, mais effectivement, nous pousserons cela, et ça peut faire l'objet de propositions aussi dans le prochain projet de loi de finances de la part du groupe majoritaire. Puis ensuite, une discussion s'engagera avec l'exécutif sur cette base. Je ne crois pas que le combat soit perdu d'avance, mais ça supposera une vraie mobilisation. Qui perçoit les droits de mutation? C'est encore les départements ou alors c'est... Oui, c'est encore majoritairement eux. D'accord. Donc si vous les baissez, alors là, ils n'ont plus rien du tout, ça va être compliqué pour d'autres raisons. Il y a des manières de compenser si on le souhaite vraiment. Monsieur le député, vous avez rappelé trois leviers que vous aviez évoqués tout à l'heure. Il y en a peut-être un quatrième, c'est la baisse des droits, la baisse de la fiscalité sur la propriété immobilière. Enfin, je rappelle 2 chiffres. On est loin de la rente immobilière quand 1,6, chaque bailleur, si vous voulez, loue au maximum 1,6 logements, c'est-à-dire moins de 2 logements par propriétaire bailleur. Mais l'imposition, elle est quand on a cumulé les droits de mutation, l'impôt sur le revenu, la CSG, la taxe foncière et l'IFI, on arrive à 82% de taux de prélèvement. On est loin de la flat tax de 30%, ce qui est discriminatoire. Est-ce qu'il n'y a pas un levier là de faire baisser un peu la fiscalité pour inciter une fluidité du marché locatif notamment, et donc une amélioration et une baisse des loyers automatiquement, parce qu'à partir du moment où le marché est plus fluide et qu'il est plus dense, les loyers baissent automatiquement. C'est une loi de l'offre et de la demande. Bon, ceci dit, c'est une politique... En tout cas, ce n'est pas ce que nous a dit le notaire pour le marché des transactions. Plus c'est fluide, là en ce moment, plus c'est haut chez nous. Oui, pour la transaction, mais pour la location. Mais pour la location, si vous voulez, plus on offre de logements sur le marché locatif ancien, et plus les loyers vont baisser. Alors baisser la fiscalité sur... Oui, non, mais alors là, pour le problème, là, enfin, j'ai moins d'espoir à très court terme, mais qu'il faille une réflexion sur le niveau de fiscalité sur le logement en France, et qui... Moi, je suis parfaitement d'accord. Si on a tous ces dispositifs de soutien à la demande, de défiscalisation, c'est parce que, d'une manière générale, la fiscalité est trop haute. Et donc, finalement, il y a quelque chose d'un peu absurde. Après, c'est vrai qu'il faut voir d'où on part aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un existant qui est tel, avec un niveau qui est tel et qui est si signifiant et structurel pour les finances publiques que ça ne pourra se faire que...
ça ne pourra se faire qu'effectivement avec une vraie réflexion sur ce que ça signifierait pour l'État en termes de perte de recettes. Et donc, c'est un sujet, là, pour le coup, à minima d'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il faut un grand débat sur cette question. Moi, je pense qu'il faudra qu'à un moment ou un autre, on y arrive, oui, parce que sinon, on va continuer à démultiplier des dispositifs qui s'empileront les uns aux autres et qui ne permettront plus, à un moment, de soutenir la demande. Alors, d'autres questions, Benjamin Harmony. Monsieur le député, vous avez évoqué la possibilité de décentraliser les autorisations de permis de construire et retirer la délégation des maires pour la remettre au préfet. Vous l'avez déjà fait pour les logements sociaux, puisque quand on n'a pas le quota de 20%, les autorisations sont remises au préfet. Vous n'avez pas un peu peur que les maires, finalement, se sentent délaissés de tout leur pouvoir et en fait de la gestion de leur ville, en fait? Non, mais c'est un vrai débat. D'abord, sur la question des permis État, je pense que ça doit quand même être limité à des zones où vraiment il y a un besoin très important. Oui, ça, vous l'avez clairement indiqué. Voilà. Je ne pense pas qu'il s'agisse de vraiment revenir complètement sur la décentralisation. Mais après, vous savez, quand vous discutez avec les maires, ils vous disent quoi? Ils vous disent que finalement, quelque part, des fois, ça les arrangerait. Enfin, je veux dire, non, mais vous avez quand même un certain nombre qui vous disent, c'est vrai qu'on est subi à une pression. On voit les besoins, on les connaît, on connaît les besoins de notre territoire et de notre ville, mais on est subi à une telle pression citoyenne et démocratique sur ces sujets-là que c'est extrêmement difficile d'avancer. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de dire encore une fois qu'il faut tout faire contre la vie des gens. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il y a peut-être aussi des modes de gouvernance à réinterroger, une adhésion au projet qui doit être travaillée différemment. Mais dans certains cas, et puis par exemple, pour ce qui serait d'un transfert au niveau de l'intercommunalité, je pense que c'est quelque chose qui pourrait permettre d'atteindre une forme d'équilibre qui permettrait de continuer à construire. Ou alors, il faut imaginer des solutions aussi qui permettront aux maires d'avoir des arguments, entre guillemets, pour convaincre leur population. Si vous les intéressez davantage, finalement, aux recettes qui peuvent être issues de ces opérations, vous leur donnez aussi des moyens supplémentaires pour offrir des services à leurs habitants. Enfin, ça doit être gagnant-gagnant, mais je crois que le statu quo, en tout cas, on risque malheureusement de le voir après les élections municipales, va être assez lourd pour la construction. J'ai une question. Quand vous parlez de choc de verticalité, est-ce que vous parlez de tours? Auquel cas, question subsidiaire, rien n'est plus cher en termes de charge qu'un IGH. Et si ça n'est pas la tour, que c'est des surélévations des immeubles existants, que c'est compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui, parce que la possibilité existe dans certaines communes. Donc, tour, pas tour? Pour moi, il ne faut pas fermer de porte. Je veux dire, toutes les solutions peuvent être regardées. Je veux bien entendre que la tour ne peut pas être l'alpha et l'oméga, que c'est parfois cher et autres. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur un tel... on part de très très loin quand même en France là-dessus. Donc je pense qu'il pourrait y avoir quand même des choses qui se font. Et sur la surélévation, vous trouvez maintenant des acteurs qui vous disent, voilà, si vous me laissez finalement construire 2 étages de plus, nous on vous les gère, ça fait baisser finalement le prix pour tout le monde dans le syndicat de copropriété. Ça a des avantages, ça a aussi l'inconvénient d'avoir beaucoup de recours, puisque celui qui habite en face et qui avait une belle vue, enfin ici vous avez des vues quand même, ouais, la Tour Eiffel, comme ça. Du coup, se voit deux appartements supplémentaires, et donc en d'autres termes, les promoteurs en parlaient tout à l'heure, on a beaucoup de recours sur l'élévation. Il y a la question des recours qui a à prendre en compte, bien sûr. La loi Elan l'a traité un petit peu, d'ailleurs, en cristallisant un peu les moyens qui pouvaient être soulevés lors d'un recours contentieux. C'était déjà une manière d'arrêter de faire traîner ces contentieux de manière éternelle. Mais, encore une fois, je crois que maintenant, on a des opérateurs qui sont prêts à le faire et que ça a beaucoup d'avantages. Donc, il faut au moins essayer de voir là où ça peut se faire, d'enclencher le mouvement. Encore une question? Oui, madame, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Ma question sera peut-être un peu redondante par rapport à ce qui a été demandé tout à l'heure, mais ce que je voulais signifier, c'est que, imaginons une seule seconde que vous soyez à la tête d'un patrimoine immobilier important, non pas récent, mais depuis un certain temps, que vous ayez déclaré à l'ancien impôt sur la fortune, qui a été retoqué maintenant, mais qui est toujours l'IFI, donc on en revient toujours à la même question. Est-ce que vous ne pensez pas que l'IFI soit source d'une immobilité totale
est complètement contre-productive par rapport à vos souhaits de fluidité du marché, puisque ceux qui sont à la tête de ce patrimoine, il faudrait déclarer à l'IFI 10 fois plus que ce qui a été déclaré, et par conséquent, ces gens s'assoient dessus. Ils n'ont pas un rapport locatif forcément extraordinaire. Donc est-ce que l'IFI est un blocage? Voilà, c'est un blocage. Tout à l'heure, on nous disait Voilà. 1,6 appartements mis en location. Ça veut dire quoi? Finalement, on ne paye pas l'IFI avec 1,6, non? Non, mais évidemment que ça doit jouer dans la réflexion des propriétaires et sur la circulation des biens. Après, je ne peux pas m'empêcher de dire quand même que dans la situation qui existait avant, vous aviez de toute façon cette fiscalité-là aussi qui existait sur l'immobilier. Elle n'a pas été aggravée par l'IFI. Mais c'est vrai qu'on pourrait, si on fait une plus grande circulation et d'une plus grande fluidité du patrimoine immobilier, finalement un impératif de politique publique, à certainement avoir une réflexion sur cet élément-là aussi. Une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on enchaîne. Moi, je voudrais, c'est à moins qu'elle s'impose, je voudrais revenir sur ce que disait monsieur, parce que c'est quand même le problème majeur. C'est, comment on dit, la ville aimable. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Avec qui travailler pour rendre cette ville aimable? Moi, il y a des quartiers dans lesquels je vais, je me sens tout petit, en bas, il y a des grands machins, et plus le petit troquet. Comment on fait? Avec qui vous travaillez? Les archis, les urbanistes, mais c'est eux qui ont fait ça ces dernières années. Oui, mais vous avez aussi beaucoup d'architectes, d'urbanistes qui maintenant sont sur une logique radicalement différente, qui vous parlent de ville vivante, qui associent les habitants, qui justement remettent y compris dans les opérations de promotion, remettent des services beaucoup plus variés que ce qu'on pouvait avoir à une époque. Et moi je l'ai dit, si on veut vraiment que ça fonctionne, il faudra pouvoir proposer cette diversité de services, il faudra pouvoir proposer cette qualité, il faudra qu'on retrouve des espaces communs, des lieux de vie, des commerces, tout ça doit être pris dans son ensemble. Sinon, effectivement, les gens ne viendront pas se loger dans un endroit où finalement un peu dortoir, ce serait condamner ce renouveau de la densité d'avance si on reproduisait ce type d'opération. Mais je pense que la plupart des opérateurs l'ont aujourd'hui bien compris. Maintenant, il faut pouvoir porter cela ensemble avec citoyens et élus pour que ça ait une chance de voir le jour. Monsieur le député, un rapport est fait pour être présenté, mais après pour vivre et s'animer. Est-ce que vous êtes d'accord pour, dans les mois qui viennent, le réfléchir, le discuter avec nos amis de l'UNIS? Avec grand plaisir. Et puis nous organiserons d'ailleurs aussi un débat à l'Assemblée nationale sur la base du rapport avec les nouvelles équipes municipales élues. Alors pas les 35 000, on en choisira 3 ou 4, mais on fera venir quelques maires un peu significatifs à l'Assemblée. Bien sûr, vous serez invités parce qu'il faudra pouvoir les entendre. Une fois que l'élection sera passée, peut-être qu'on entendra des choses. L'élection est le virus. Hein. Exactement. Merci mille fois en tout cas de votre apport. Merci beaucoup.